Alors, la prochaine présentation nous est offerte par Lucie Haenel. Donc, Lucie est doctorante en communication à l'UQAM. Elle est membre du Lab CMO, du CIRST et stagiaire à l'INEX. Ses intérêts de recherche portent sur les transformations du lien social au travail en contexte fortement flexible et numérisé. À partir de l'étude de l'activité des chauffeurs et livreurs Uber du Québec, sa thèse vise à comprendre ce que le travail sur les plateformes traduit en termes de pouvoir d'agir individuel et collectif, de rapport au travail et plus largement de santé au travail. Sa communication d'aujourd'hui a pour titre Les chauffeurs Uber du Québec, quelle forme de socialisation, quel pouvoir d'agir collectif. Merci. Je laisse partager l'écran. Merci. Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui pour vous présenter en fait les résultats de ma thèse qui est en communication à l'UQAM, encadrée par Florence Millerand et Chantal Rousseau, dans laquelle je m'intéresse en fait aux pratiques de travail des chauffeurs Uber et livreurs Uber Eats du Québec, et particulièrement aux enjeux de socialisation donc, qu'ils vivent dans leur travail. Alors, pour vous mettre un petit peu en contexte, en fait, Uber, c'est une entreprise qui existe depuis 2009 au Québec, implantée en 2013. Aujourd'hui, ils sont présents dans 10 000 villes et 71 pays. Ils comptent à peu près 3,5 millions de travailleurs Uber dans le monde. Et on a des chiffres depuis peu qui montrent qu'en octobre 2020, il y avait un peu plus de 21 000 travailleurs Uber au Québec. Donc là-dedans, on inclut à la fois les chauffeurs UberX qui transportent des passagers et les livreurs Uber Eats qui travaillent en vélo, à pied ou en voiture, mais qui, eux, transportent de la nourriture, en fait, qui livrent des commandes de nourriture. Pour vous donner une petite idée, là, c'est le même effectif que Hydro-Québec, qui a à peu près 21 000 employés au Québec. Donc, ça fait pas mal de monde. Alors, les grands principes de Uber, c'est que c'est des travailleurs qui sont dits indépendants. Donc, ils vont se connecter et se déconnecter à la plateforme quand ils veulent. Uber, en fait, ne peut pas les contraindre légalement à travailler. La plateforme, elle est illimitée. Donc, il n'y a pas de… Uber ne peut pas limiter le nombre de chauffeurs. Et ça, c'est un choix de la part de la plateforme de ne pas limiter le nombre de travailleurs qui sont admis sur la plateforme. Concrètement, en fait, Uber va déléguer la gestion à un algorithme. Donc, les chauffeurs et les livreurs vont recevoir leurs tâches par le biais d'un algorithme. Les prix, c'est très volatile parce qu'en fait, c'est le principe aussi du travail sur les plateformes comme celle-là, c'est qu'il y a un ajustement en temps réel de l'offre et de la demande. Donc, il va y avoir des moments où il va y avoir des majorations de prix où ça va être plus cher parce qu'il y a une demande accrue, donc il y a plus d'utilisateurs, par exemple, qui commandent une course à un moment T. Et si à ce moment-là, il s'avère qu'il y a moins de chauffeurs disponibles, ben forcément, donc, les prix vont augmenter. Il y a un système d'évaluation par les clients aussi. Donc, c'est les clients, en fait, qui vont noter à la fin de chaque course ou après chaque livraison le service qu'ils ont eu par un système d'étoiles. Donc, ils vont donner entre 1 et 5 étoiles aux chauffeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chauffeurs, ça a des impacts pour eux. Ils sont tenus de respecter en fait une note minimale qui est, je crois, autour de 4,85 sur 5. Sans quoi ils risquent en fait de se faire simplement désactiver de la plateforme. Et là, les recours sont très limités pour pouvoir y retourner. En fait, il faut qu'ils passent par un système de plainte, etc. Il y en a qui réussissent, mais il y en a qui ne réussissent pas. Donc, étant donné que, comme je vous le disais, c'est des travailleurs qui sont dits indépendants et donc Uber ne peut pas les contraindre légalement à travailler, Uber utilise en fait des incitatifs psychologiques pour finalement influencer où, quand et pour combien de temps les chauffeurs vont travailler. Donc, ils mettent en place pour ça, un peu comme dans un univers de jeux vidéo, des tactiques de gamification du travail avec des badges. Donc, le plus souvent, c'est non monétaire. C'est-à-dire que c'est monétaire quand il y a des majorations de prix, mais pour ces techniques de gamification, c'est non monétaire. Donc, il va y avoir des badges, un système de points et des niveaux Uber Pro. Donc, c'est ce qu'on voit là avec en haut le niveau diamant.
s'ils atteignent un certain nombre de points, en travaillant à certaines heures, là, ils vont pouvoir avoir des privilèges particuliers, notamment au niveau des informations qu'ils peuvent avoir sur les courses à venir, parce qu'ils ne savent pas ils savent où aller chercher le client, mais ils ne savent pas où va le client. Donc, il y a tout un enjeu de rétention de l'information par Uber, et donc ces niveaux-là vont leur donner plus ou moins d'informations. Alors, ça constitue tout un chapitre de ma thèse que je ne vais pas aborder ici. Simplement, le résultat principal, en fait, c'est que toute la rhétorique qui est déployée par Uber autour des enjeux de flexibilité et de liberté, parce que c'est beaucoup comme ça qu'elle attire les clients. C'est d'ailleurs très intériorisé par les chauffeurs. Il y a un gros décalage, en fait, un écart important entre cette rhétorique-là et les pratiques réelles de travail des chauffeurs sur le terrain, même si il y en a beaucoup qui arrivent à braconner un peu le système et à faire des détournements de l'application pour justement aller chercher plus d'informations, etc. Alors, ces nouvelles formes de travail, ça induit des transformations très importantes à plusieurs niveaux. Bon, les plateformes de travail, elles n'ont pas non plus révolutionné le monde du travail dans la mesure où c'était des changements qui étaient déjà là depuis des décennies. Là, quand on pense à l'intensification du travail, la fragmentation des tâches, l'automatisation de la gestion, etc. Par contre, il y a certaines dimensions du travail qui sont affectées plus radicalement, et notamment pour ce qui est du collectif. Parce que là, quand on pense aux chauffeurs Uber et à bien des formes de travail sur les plateformes, il y a juste plus de collectif, en fait. Les chauffeurs sont vraiment tout seuls, c'est l'algorithme qui leur distribue les tâches, etc. Donc, ces enjeux collectifs, c'est une bonne partie de ma thèse. Et dans ma thèse, j'ai cherché à répondre en fait à deux objectifs principaux. Le premier qui était vraiment de documenter ces pratiques de travail, parce que on sait finalement assez peu de choses sur comment est-ce qu'ils travaillent au quotidien, ces chauffeurs. Donc, documenter leurs pratiques de travail, leurs usages de l'application, comment est-ce qu'ils s'en servent justement et quels détournements ils arrivent à en faire. Et puis, quelles sont leurs pratiques de socialisation en ligne et hors ligne, parce qu'il y a des groupes Facebook, je vais en parler un peu tout à l'heure. Et puis, dans un deuxième temps, c'était de comprendre ce que ces pratiques et ces usages traduisent en termes de pouvoir d'agir. Donc, pouvoir d'agir individuel, eux, dans leur travail, et pouvoir d'agir collectif, ensemble, par rapport à leurs conditions de travail. Et puis, plus largement, de santé au travail, parce que finalement, l'analyse de mes résultats a révélé que ça soulevait pas mal d'enjeux de santé au travail. Je vais passer rapidement sur mon cas théorique parce que je préfère passer un peu plus de temps sur mes résultats. Donc, c'est un cas théorique qui est interdisciplinaire. J'utilise en fait pas mal d'auteurs qui travaillent en fait, qui s'intéressent au travail médié par les algorithmes. Donc là, il y a à la fois en communication, en sociologie. Il y a le concept assez récent de management algorithmique qui est pas mal développé en sociologie et en communication. En sociologie des usages, il y a les concepts de stratégie et tactique de Certeau, les trajectoires, signification d'usage. Je mobilise aussi le concept de pouvoir d'agir qui est surtout développé en ergonomie, donc, où là, ça va être tous les enjeux de marge de manœuvre, d'autonomie, etc. Le concept de collectif de travail, donc là, à la fois en communication et en sociologie. Et puis, les modèles de santé au travail, notamment Karasek et Sicrist, où là, c'est à cheval entre l'ergonomie et la communication. Alors, j'ai procédé en fait à une triangulation de données pour ma méthodologie. J'ai commencé par faire de l'observation non participante sur des groupes Facebook. Donc, ça a été vraiment ma porte d'entrée pour mon terrain, pour regarder un petit peu qu'est-ce que se racontent en fait les chauffeurs Uber sur ces groupes-là. Ça m'a permis de mieux comprendre en fait en quoi ça consistait, d'une part au quotidien leur travail, comment est-ce qu'ils travaillaient, comment est-ce qu'ils communiquaient entre eux, de quoi ils avaient envie de se parler, c'était quoi les enjeux qui ressortaient, c'était quoi leurs problèmes au quotidien.
Et puis, ça m'a permis aussi de procéder à mon recrutement. Donc, c'est sur ces groupes Facebook que j'ai recruté 25 participants qui étaient des chauffeurs et des livreurs du Québec, avec qui j'ai fait des entretiens semi-dirigés, au début en face à face, et puis finalement avec la pandémie par téléphone, ce qui s'est avéré une bonne chose aussi parce que c'est vraiment leur outil de travail au quotidien. Donc, je pense qu'ils étaient assez à l'aise en fait de parler au téléphone. Ils avaient entre 25 et 67 ans et il y avait 4 femmes et 21 hommes, ce qui est assez représentatif là, par rapport aux chiffres qu'on a du portrait des chauffeurs du Québec. Et puis finalement, dernière source de données, c'était des documents complémentaires. Il y avait notamment un sondage qui avait été fait par Uber pour connaître le niveau de satisfaction de ces chauffeurs et puis beaucoup de captures d'écran de leur application que les chauffeurs m'ont transmis quand ils voulaient m'expliquer le système de majoration de prix, etc. Donc là, ils m'envoyaient des captures d'écran de leur application. Voilà, donc là, je fais un petit accéléré parce que tout ça, donc, ça a donné lieu à pas mal d'heures de plaisir, de transcription, de digestion de tout ça. Donc, ça a été quelques mois là, d'analyse en fait de ces données pour en arriver sur la dimension collective à 2 principaux résultats. Le premier étant que chez Uber, c'est une organisation du travail qui limite les possibilités de socialisation et qui pousse les chauffeurs à se définir exclusivement par rapport à eux-mêmes, entravant de ce fait le collectif de travail. Et deuxième résultat important, c'est que les travailleurs Uber du Québec entretiennent un rapport globalement négatif vis-à-vis de toute forme de regroupement ou de mobilisation. Ça, c'était plus une surprise pour moi. Le premier, je m'y attendais. Le deuxième, un peu moins, au vu de leurs conditions de travail en fait assez difficiles. C'était plus surprenant qu'il n'y ait justement pas d'une part très peu d'initiatives de mobilisation, mais surtout un rapport assez négatif par rapport à ça. Donc, je vais vous en parler après, on va expliquer ça. Alors, on revient ici au premier résultat, qui est que le collectif est profondément entravé par l'organisation du travail. Et c'est alimenté par plusieurs phénomènes. Le premier étant que, malgré le fait qu'ils ont des contacts humains assez fréquents, à la fois avec les clients ou avec les restaurateurs, ils sont atomisés dans une activité qui est foncièrement solitaire parce que toutes leurs interactions sont soit éphémères, soit robotisées. À part les courtes interactions qu'ils ont avec les clients, en fait, ils parlent à aucun humain de chez Uber. Il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, donc toutes leurs tâches sont distribuées par un algorithme, mais tout le processus d'inscription se fait en ligne. Donc, ils n'ont pas besoin de parler à qui que ce soit pour pouvoir commencer à travailler. S'ils ont des problèmes, ils peuvent joindre un soutien technique qui va être accessible soit par chat, soit par téléphone. Mais par téléphone, ça va être des gens dans des centres d'appel qui travaillent aux Philippines ou au Maroc et qui, en fait, répètent des scripts. Donc, on est toujours dans un prolongement de la robotisation, même quand ils ont accès à des humains. Et pour ce qui est des rares moments entre livreurs Uber Eats où ils peuvent se rencontrer, parce qu'il y en a quand même quand ils attendent, par exemple, dans un restaurant pour récupérer leur commande, ça arrive souvent qu'ils soient avec d'autres livreurs Uber Eats. Mais finalement, ce que m'ont dit les livreurs qui travaillaient, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup dans ces moments-là. Ils vont surtout passer leur temps sur leur téléphone pour attendre la prochaine course, vérifier où est-ce qu'ils doivent aller par la suite, etc. Et puis, de toute façon, c'est tellement c'est tellement bref comme interaction et ils savent qu'ils ont très peu de chances de revoir la personne par la suite, donc ça va être des échanges très, très brefs et très stéréotypés. Et c'est ce que dit notamment Katia, qui est une livreuse Uber Eats, donc les noms ont été changés évidemment, qui dit « Je leur dis salut, on parle, ah Uber, ça roule ce soir, ça roule pas ». Puis, that's it, that's out. Après ça, je m'en vais. Et si je le revois, je lui dis salut, mais je ne sais pas son numéro de téléphone, je ne connais pas son nom, je le reconnais juste de visage. Pour les chauffeurs UberX, donc qui transportent des passagers, hors pandémie, il y avait quelques endroits de convergence où ils pouvaient se retrouver, notamment à l'aéroport, il y avait des zones d'attente. Il y avait aussi les stationnements du centre-ville devant des grands hôtels, etc. Donc, ils avaient parfois l'habitude de se retrouver là. La pandémie, ça a raréfié ces occasions de rencontre. Et puis, ce qu'ils me racontaient, c'est que ce n'est vraiment pas tous les chauffeurs qui sortaient de leur voiture pour aller parler à d'autres parce que c'était souvent des petites cliques qui se connaissaient déjà. Donc, ce n'est pas évident
de s'intégrer en fait dans ces cliques de chauffeurs qui se connaissent. Donc, au final, le fonctionnement de l'activité, ça renvoie beaucoup les travailleurs à leur solitude et ils en arrivent à esquiver les échanges, au final, à passer rapidement d'une commande à une autre, etc. Et c'est ce qu'exprime notamment Magid, qui dit « Ce job-là, c'est que tu es solitaire. Des fois, je me retrouve à parler avec moi-même. Tu n'as pas de collègues, tu n'as pas de relation de travail. Il y a des clients qui montent, on discute un peu, mais c'est juste un truc éphémère et ce n'est pas tout le monde qui discute. Depuis que je travaille avec Uber, mon cercle d'amis, il a stagné. Il ne s'est jamais élargi. » Alors, pour finir avec ce point de l'activité solitaire, il y a une petite anecdote qui était assez révélatrice, c'est que à la fin de mes entrevues, je leur demandais est-ce que vous avez des questions par rapport à la recherche, à l'entrevue, et beaucoup, en fait, me questionnaient sur les autres chauffeurs Uber. Ils voulaient savoir est-ce que leur expérience ressemblait à celle des autres, beaucoup sur les revenus. Est-ce que ce qu'ils gagnent est dans la moyenne de ce que gagnent les autres? Donc ça, c'était assez révélateur du fait qu'en fait, ils n'ont pas de collectif de travail et donc ils n'ont jamais la possibilité de mettre en perspective leur activité avec celle des autres qui font la même chose qu'eux finalement au quotidien. Alors, certes, il y a les réseaux sociaux qui compensent un petit peu cette absence de collectif, mais c'est assez limité parce que, au final, les groupes Facebook sont très peu adéquats pour des délibérations collectives ou pour finalement avoir des conversations sur un temps long. Donc, ils remplissent quand même certaines fonctions. Ils utilisent beaucoup ces groupes-là pour se partager de l'information, sur toute technique administrative, sur justement quels papiers sont nécessaires pour commencer, OK. Mais l'architecture des groupes permet finalement pas de conversation sur un temps long, les publications s'évanouissent rapidement et il y a beaucoup de compétition donc entre eux, puisqu'évidemment c'est illimité sur la plateforme. Donc cette compétition, ça crée un climat assez hostile sur les groupes Facebook. Et c'est notamment ce que exprime Kader, qui dit « Moi, je ne me suis jamais vidé le cœur sur le groupe Facebook et quand je fais un simple commentaire, je me sens attaquée par des gens qui sont payés pour défendre Uber. Parfois, des chauffeurs qui parlent honnêtement seront attaqués. Il y a des souffrances, on pourrait en discuter, mais ce climat sérieux, ça n'existe pas dans le groupe. » Alors, ce qui était intéressant de constater aussi, c'est que face à leurs conditions de travail difficiles, le collectif, non seulement il n'est pas perçu comme un moyen, comme un levier qui permettrait d'élaborer un rapport de force avec Uber pour avoir des meilleures conditions de travail, mais en plus, au contraire, il est perçu comme une menace en fait par les travailleurs. Une menace parce qu'ils ont l'impression que ça les priverait du contrôle qu'ils ont acquis au fil du temps sur la plateforme en développant toutes les petites tactiques de contournement. Donc ça, c'est des petites choses qu'ils ont développées avec le temps. Et pour eux, quand on leur parle de collectif, c'est un collectif qui viendrait finalement harmoniser des pratiques, qui viendrait remplacer des stratégies individuelles par des stratégies collectives, et ça les priverait finalement de leur avantage concurrentiel, notamment pour ceux qui avaient un peu plus de compétences à la base pour développer tous ces petits détournements d'usage. Et puis, en plus d'être considéré comme une menace sur le plan de l'activité de travail, le collectif, même lorsqu'il est seulement imaginé, il est perçu comme, en fait, il est souffrant éthiquement sur le plan identitaire. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a plus vraiment d'ennemis communs pour les chauffeurs Uber. Leur lutte contre les chauffeurs de taxi, contre la ville de Montréal, contre le gouvernement au moment de la dérégulation de l'industrie, tout ça, ça s'est épuisé depuis quelques années. C'est fini, on est passé à autre chose. Donc maintenant, pour se définir, c'est vraiment par rapport à eux-mêmes, par rapport au groupe des chauffeurs Uber, qui on est, nous. Et quand ils se retournent vers leur groupe de chauffeurs, ce qu'ils cherchent à faire beaucoup, c'est se distancer, se distinguer de la figure du chauffeur précaire, qui est beaucoup ça, qui est relayé par les médias. Donc, c'est ce chauffeur miséreux qui travaille 60 heures par semaine pour faire vivre sa famille, et il y en existe pas mal. Mais donc, la plupart ont cherché à se distinguer de ça ou à se distinguer du chauffeur passif qui fait juste accepter les courses comme elles viennent sans faire de détournement. C'est ce que dit Jean Rony quand il disait « Moi, je suis moins victime que les autres parce que je limite un peu ce que me propose l'algorithme en fonction de mes intérêts. » Quand ce n'est pas par la négative,
Donc, en se distinguant de ces figures-là, ça va être plus ils vont s'identifier au concept Uber. Donc, comme Noémia qui dit, moi, je connecte plus avec Uber comme concept que le fait d'être une chauffeuse. Donc, il n'y a pas du tout de sentiment d'appartenance entre chauffeurs. Alors, on arrive au deuxième résultat. Il me reste 4 minutes, c'est ça? Il reste maintenant à peu près 2. OK. Il faudrait commencer à compter. D'accord. Donc, il y a finalement des profils très hétérogènes qui font en sorte qu'il y a un rapport négatif au regroupement, à la mobilisation. Il y a des chauffeurs, des ingénieurs en Tesla qui conduisent 3 heures par semaine et pour qui c'est le passe-temps. Et il y a des chauffeurs à temps plein qui conduisent 60 heures par semaine pour faire vivre leur famille. Donc, en partant, ça fait des intérêts qui sont très différents, des motivations au travail qui sont très différentes. Et ça, c'est un obstacle majeur dans leur rapport à la mobilisation. Et puis, surtout, c'est que bon, il y a la crainte des sanctions de Uber, donc ils ont peur d'être désactivés, comme je le mentionnais tout à l'heure. Mais il y a aussi le fait que le regroupement, pour eux, c'est vraiment associé à une perte de liberté. Donc, ils se définissent beaucoup dans leur choix. Ils légitiment beaucoup leur choix de faire Uber en disant « moi, j'ai choisi la flexibilité et la liberté ». Mais un regroupement, pour eux, ça équivaut forcément à une perte de liberté au niveau de la flexibilité des horaires. Et à ce moment-là, s'ils perdent cette capacité de se dire libre et flexible, même si dans les faits, c'est pas vraiment le cas, ils sont obligés de déconstruire en fait tout leur discours de légitimation autour de leur choix de faire Uber, ce qui fait vraiment partie de leur identité. Et puis, beaucoup ont la perception que ce n'est pas forcément un syndicat qui réglerait leurs problèmes, mais que ça serait plus du côté du gouvernement en fait, qui devrait légiférer et mieux encadrer les pratiques de Uber. Là, ils ont vraiment l'impression en fait, de s'être fait arnaquer par la loi 17 en fait, qui a été adoptée il y a 2 ans. Donc, les conclusions principales, c'est que cette absence de collectif, elle fait en sorte qu'il y a une difficulté à stabiliser des savoir-faire collectifs. Ils ne sont pas capables de voir comment les autres fonctionnent, donc ils sont toujours face à eux-mêmes. Une organisation du travail intransformable parce que finalement, sans pouvoir d'agir collectif, dès qu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours remis sur les épaules de l'individu plutôt que sur l'organisation du travail. Comme chauffeur, au niveau des enjeux de santé mentale, il y a vraiment cette gestion du paradoxe entre le discours de Uber qui leur dit qu'ils sont libres et flexibles et le vécu de leurs conditions de travail. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de dissonance cognitive. Et puis, finalement, des conséquences sur la santé qui varient beaucoup selon les profils et ressources des travailleurs. Et ça, c'est une des conclusions qui est revenue dans tous les aspects que j'ai étudiés dans ma recherche. Parce que, comme je vous le mentionnais, un ingénieur qui conduit en Tesla 3 heures par semaine, il ne vit pas de la même façon les mêmes conditions de travail que l'immigrant qui conduit 60 heures par semaine. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci pour votre écoute. Alors, merci Lucie pour cette présentation. Donc, non, ça va, on n'a quand même pas trop dépassé. Je pense qu'on n'est plus tout à fait là exactement. Donc, je vais cesser le partage d'écran pour qu'on puisse voir les gens qui sont ici. Voilà. Donc, eux et elles pourront continuer de vous voir aussi. Donc, comme toujours, les questions qui proviennent de la salle Zoom sont plus que les bienvenues. Donc, on en attend toujours. Et sinon, j'aimerais vous céder la parole en premier si on en a une qui a bien. Je suis sûr qu'on est. Alors, dans la négative, pour l'instant, je me retourne vers la salle. J'en ai une derrière. J'ai Pierre. Porte bien ta voix. Je sais que ta voix pas. Oui, on va bien pouvoir aller. Fermez votre porte très souvent. Là, les grandes ouvertes pour toi. Alors, vas-y. En fait, j'ai 2 questions. J'aurais aimé ça avoir des précisions sur plus méthodologiques. Donc là, j'ai compris que tu avais fouillé, dans le fond, dans les groupes Facebook qui réunissaient les chauffeurs. Mais tu fais des entrevues, ça y est vous, au moins, ou bien j'ai été distrait pendant quelques secondes, ou bien je n'ai pas compris. Et comment est-ce qu'on peut penser que les personnes que tu as rencontrées
sont représentatives d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas de la représentativité statistique nécessairement, mais c'était ma première question, d'avoir un petit peu plus de précision pour voir jusqu'à quel point ça induit en quelque sorte des questions. L'autre question, mais tu as un peu répondu à la fin que j'avais, c'est quelle identité finalement ces travailleurs-là développent? Est-ce que c'est celle d'un entrepreneur? Est-ce que c'est celle d'un travailleur libéral, une profession libérale à son compte? Est-ce qu'il se démarque, il cherche à se démarquer des chauffeurs de taxi? Donc, il y a le discours et la pratique d'Uber a été une pratique d'essayer de défoncer la régulation qui existait dans le domaine du transport. Ils l'ont réussi en partie. Mais la question, c'est de savoir maintenant, à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir devant moi un panoptique informatique, pour reprendre Foucault, dans la manière dont Uber gère son personnel en guillemets. Donc, j'aimerais ça effectivement avoir un peu plus de précision. D'accord. Merci. Mais merci beaucoup pour l'exposé qui a été très intéressant. Merci. La première question, c'est vrai que je suis passée rapidement sur ma méthodologie. En fait, il y a eu les groupes Facebook, il y a eu 25 entretiens semi-dirigés avec des chauffeurs et livreurs que j'avais recrutés sur ces groupes Facebook. C'est difficile de dire, effectivement, moi j'ai essayé, en fait, j'y suis allée avec un souci de diversifier les profils, mais ce qui n'était pas forcément évident parce qu'il y a quand même une homogénéité, ne serait-ce que dans le genre, il y a 95% d'hommes et très peu de femmes qui font ça. Bon, j'ai essayé de diversifier les âges pour voir un peu comment ce rapport au travail s'articulait peut-être différemment pour ceux qui font ça comme étudiants. C'est tout un premier chapitre de ma thèse, en fait, qui est uniquement là-dessus pour finalement catégoriser les profils en fonction de leur motivation et de leur trajectoire personnelle et professionnelle. Donc, il y a beaucoup de profils différents. Récemment, avec l'INRS, on a réussi à avoir accès cette année, en fait, à un portrait statistique via la SAAQ et leur façon de s'immatriculer. Et parce que Uber, c'est complètement opaque là-dessus. Donc, c'est les premiers chiffres là, qui sortent au Québec sur qui sont en fait les chauffeurs Uber au niveau statistique. En réalité, j'ai vu que mes profils étaient assez représentatifs des statistiques des chauffeurs Uber. Donc, c'est ça, beaucoup d'hommes, très peu de femmes, à peu près la moitié d'immigrants, ce qui correspond aussi aux statistiques. Donc des entretiens semi-dirigés, c'est ça, avec des chauffeurs avec qui j'avais espéré peut-être pouvoir monter dans la voiture avec eux pour mieux voir. Ça a posé des enjeux éthiques parce que je ne pouvais pas faire signer non plus un formulaire de consentement à chaque passager qui était là. Et surtout, je mettais en danger la note du chauffeur et ça, c'était un peu plus problématique. Donc, j'ai dû me contenter en fait des entretiens semi-dirigés et puis de leur capture d'écran qui m'expliquaient en fait à distance comment ils travaillaient. Pour le deuxième volet, rapidement, en fait, ça dépend vraiment des profils, c'est-à-dire que j'ai des profils j'ai interrogé justement, je parle toujours de cet ingénieur-là, parce qu'il est assez représentatif d'une catégorie de personnes qui fait ça parce que lui, il vit tout seul, il travaille chez lui, il est architecte logiciel, il fait ça parce que c'est un passe-temps, ça lui permet de voir du monde et puis de sortir sa Tesla de son garage. Donc lui, il adhère complètement aux valeurs de l'économie du partage, il défend Uber pour ça et il commande d'ailleurs ceux qui cherchent à se regrouper, etc., en leur disant en fait, vous n'avez rien compris, Uber, ce n'est pas du tout fait pour ça, c'est fait pour utiliser des ressources qu'on a à disposition, etc. Donc, il existe ces profils-là qui adhèrent vraiment aux valeurs de l'économie du partage telles qu'elles sont vendues par Uber. Mais de plus en plus, en fait, ceux qui prennent la place statistiquement, ça va être des gens qui n'ont pas réussi à intégrer le marché de l'emploi. Donc, c'est les exclus du marché de l'emploi, des immigrants désillusionnés, surqualifiés, qui n'ont pas réussi à se trouver une job et qui font ça de manière transitoire, ou en tout cas, ils l'espèrent. Beaucoup d'étudiants, parce que c'est facile, c'est une job où il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, etc. Tout le monde peut le faire.
Donc, de plus en plus, en fait, ça va être des exclus du système ou des étudiants, en fait, qui font ça temporairement. Mais d'où le fait que c'est difficile de réconcilier des profils aussi éclatés et différents, au Québec particulièrement, parce que c'est une spécificité du Québec. En France, en Europe, c'est professionnalisé, c'est que des chauffeurs professionnels, mais au Québec, ils peuvent faire ça à temps partiel. Et donc, on a des profils très éclatés comme cela. Voilà. Merci, Pierre, pour cette question qui a permis ces éclaircissements. Donc, je vois dans la fenêtre Zoom ici, il y a Kéba Konoma Camara qui a une question. Donc, je vais insister pour qu'on la prenne. Vous pouvez ouvrir votre micro, Kéba. Oui, bonjour. C'est une toute petite question. C'était pour savoir, avez-vous été en contact avec la direction de Uber, par exemple, ceux qui sont à Québec, ou le bureau central? Question également aussi de discuter avec eux, de savoir ce qu'il en est par rapport à tout votre questionnaire. Alors non, j'ai pas eu de contact avec eux et je dois dire que je n'ai pas cherché à en avoir, d'une part parce que je sais que c'est très opaque et que tous les chercheurs en fait, qui ont essayé d'obtenir des informations, en fait, se sont heurtés aux informations finalement très techniques et les informations de base qui transmettent au grand public en général. Et puis, ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment l'expérience des travailleurs aussi. Donc, ce qui m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait, c'était beaucoup en allant voir, par contre, le site Internet de Uber, en allant voir les vidéos qu'ils mettent à disposition, etc., pour comprendre un peu quelles informations les chauffeurs et les livreurs ont à disposition pour comprendre la plateforme. Mais effectivement, ça aurait pu ajouter des éléments de compréhension, mais pour ce que je connais des autres chercheurs qui font des recherches là-dessus et qui ont tenté, c'est très, très, très fermé, en fait. Alors, merci. Donc, je vois que Zoé a une question. On va la prendre, mais très rapidement. Donc, je vous invite à être bref, puisqu'ensuite, on va passer à l'autre présentation. Merci, Kéba, pour la question. Oui, c'est juste une toute petite question. Je voulais savoir si dans votre étude, il y avait la prise en compte des souhaits des différentes personnes. Est-ce que Uber, c'est juste une étape transitoire? Par exemple, pour les étudiants, ils veulent ensuite avoir un meilleur job. Et à ce moment-là, ça pourrait expliquer pourquoi ils ne s'identifient pas à leur travail. Ou est-ce que cette dimension, qu'est-ce qu'ils voudraient faire, rentre en compte? Oui, c'est l'étude de Connex, en fait, qu'on mène à l'INRS, qui se penche beaucoup plus sur le rapport au travail, aborde un peu plus cet aspect-là de leur rapport au travail et de leur façon d'anticiper la suite, de se projeter là-dedans. En fait, dans les faits, il n'y en a aucun qui se projette là-dedans parce que c'est pas valorisé et eux-mêmes, en fait, ne se sentent pas valorisés d'être chauffeur Uber. Donc, ils vont toujours dire que c'est transitoire, même quand ça ne l'est pas forcément, en fait. Même quand il y en a qui s'embourbent un peu là-dedans parce que ça leur prend beaucoup de temps, parce qu'ils ont des dettes à payer et que ça les empêche finalement d'aller se former éventuellement pour s'en extraire. Donc, les faits, c'est que, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est que au Québec, en tout cas, et c'est différent en France parce que c'est plus professionnalisé, donc il y a une appartenance identitaire qui est plus facile à construire. Ici, il n'y en a aucun qui souhaite se projeter là-dedans, mais dans les faits, il y a beaucoup de chauffeurs qui font ça depuis des années parce qu'ils ont du mal à en sortir. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant de voir finalement que là aussi, il y a un décalage en fait entre la réalité et la réalité, donc sur le terrain, le fait qu'il y en a beaucoup qui s'embourbent là-dedans, et les discours à la fois par Uber et par le gouvernement qui ont tendance à vendre l'idée que c'est juste transitoire, et le gouvernement qui finalement s'en occupe assez peu parce qu'effectivement, c'est censé être juste transitoire, mais dans les faits, ce n'est pas le cas pour tout le monde.